Salut les chimistes, bienvenue dans un nouvel épisode de Corona Chimie. On va se corriger un petit exo de chimie orga pour réviser les concours. Alors voilà, pour ceux qui nous rejoignent, comme d'habitude, vous avez des liens dans la description avec l'énoncé du sujet. N'oubliez pas que si mes petites vidéos vous aident à réviser les concours, etc., caressez un peu l'algorithme, mettez un petit pouce, lâchez un com et n'hésitez pas surtout à échanger dans les commentaires, à poser toutes vos questions, etc. Voilà, donc là on va être sur de la synthèse orga. Grosso modo, bon, on est sur le programme de PC, donc le but c'est de revoir un bon grand nombre de réactions. Mes étudiants, je vous ai déjà mis toute la correction du TD sur le drive, donc là c'est l'exo qui manquait en fait. Voilà. Bon, bah on s'y met, go. Alors, je vous mets le début de la synthèse avec la première question, hein, mais encore une fois, évidemment, prenez le sujet. Je vous rappelle également qu'il est inutile de suivre la vidéo sans avoir cherché le sujet avant. Ce serait dommage. Donc là, c'est la petite question cadeau du début. Donnez la configuration absolue des atomes de carbone asymétrique de 1 et combien de stéréoisomères de configuration possède 1. Bah, tout d'abord, je vais représenter le composé 1. Voilà, alors tout d'abord, il faut commencer par repérer les carbones asymétriques. Ça, c'est la première étape. Donc je vois que j'en ai un ici. J'en ai un là et là, donc deux au niveau des ponts. Ok. Ce que je vous conseille de faire, c'est de numéroter déjà l'ensemble. Donc je vais numéroter à partir de la fonction Ester. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et ensuite on va dire 8 et 9 par exemple. Voilà. Ensuite, pour les carbones asymétriques 3 et 6, je vous préconise de représenter les hydrogènes. Voilà. On va faire par exemple pour le carbone 2. Hop, le carbone 2, on voit qu'il est lié au carbone 1, au carbone 7, au carbone 3 et à un atome d'hydrogène. Donc au niveau du carbone 1, comme c'est un groupement ester, je vais avoir OOC. Au niveau du carbone 7, on voit qu'il y a un carbone et deux hydrogènes. Au niveau du carbone 3, j'ai deux carbones et un hydrogène. Donc là, je peux prioriser les groupements. Évidemment, le premier carbone, ça va être celui du groupement ester. Ensuite, ça va être le carbone 3, 2, et ensuite le carbone 7, et enfin l'atome d'hydrogène, attention, qui pointe vers nous, l'atome d'hydrogène. Donc ça veut dire que pour celui-là, je vais avoir un ce groupement-là, deux ici, trois derrière. Donc en fait, sachant que je me plante pas, oui, voilà, l'hydrogène étant ici, il faudrait le regarder en mettant l'atome d'hydrogène derrière, donc en regardant deux dessus, ça vous donne une configuration S. Donc méfiez-vous, là il faut avoir une représentation en perspective. Je ne vais pas vous faire un modèle moléculaire ici, mais en regardant deux dessus, on aura une configuration S. Donc je le note. Bon allez, ensuite on va pouvoir faire la même chose pour le carbone 3. Alors vous allez me dire, oui, est-ce qu'il faut tout détailler? Moi je vous conseille au concours à l'écrit d'en détailler au moins deux, pour montrer vraiment que vous maîtrisez bien l'arborescence. Après, s'il y a plus de deux carbones asymétriques, je vous préconise d'en détailler deux, et puis de donner directement la réponse pour les autres. Donc le carbone 3, du coup, il est relié au carbone 2, qui est lui-même relié au carbone 1, au carbone 7 et à un hydrogène. Et le carbone 1, il fait O, O, C, OOO, pardon. D'ailleurs, j'ai fait une erreur tout à l'heure. Ouh là là. C'est OOO parce que je décompose la double liaison CO. Voilà, donc je me corrige. Donc on a dit ensuite le carbone 3, il est relié au carbone 9. Et le carbone 9, double liaison avec un carbone, donc deux carbones, un hydrogène. Ensuite on a le carbone 4 qui lui fait un carbone, deux hydrogènes et un hydrogène bien sûr. Donc ça nous fait la numérotation 1, 2, 3 et 4. Faut pas oublier du coup de tenir compte de la position de l'hydrogène. Donc ça veut dire qu'en numéro 1, j'ai celui-là, le carbone 2, ensuite le 9, ensuite le 4. Donc là, ça fait le sens horaire donc du R. Mais comme le H est vers l'avant, j'inverse. Donc ça fait bien une configuration S. Voilà. Et donc le dernier, je vais le donner sans le détailler. C'est-à-dire que je vais avoir... Donc c'est celui-là. Donc le prioritaire va être le carbone 8, après le 7, après le 5. Le H est déjà vers l'arrière. Donc là aussi, j'ai une configuration S pour le carbone 6.
Donc au final, la configuration du composé 1, c'est SSS. On vous demande également combien il y a de stéréoisomères de configuration. Donc en fait, quand on a 3 carbones asymétriques, on aurait au maximum 2 puissance 3, c'est-à-dire 8 stéréoisomères de configuration. Sauf que ce qu'il faut bien regarder ici, c'est qu'on a 2 carbones asymétriques dont les configurations sont reliées. Donc les carbones 3 et 6, ils peuvent soit tous les deux être de configuration S, soit tous les deux de configuration R. Donc ça fait qu'on a... c'est comme si on avait un seul centre stéréogène ici, et un là, donc au total, on peut avoir, pour la molécule 1, 4 stéréoisomères de configuration. Maintenant, on vous demande de proposer une méthode en 2 étapes pour former 3 à partir de 1. On précisera les réactifs utilisés, les conditions expérimentales, ainsi que la structure du composé intermédiaire 2. Bon, bah là, on va isoler la partie qui nous intéresse, à savoir, on va transformer un groupement ester en chloroalcane primaire. D'accord ? Donc, comment on va faire ça ? On sait que déjà, ici, on a un composé monovalent, c'est-à-dire qu'on a une seule liaison avec un hétéroatome. Donc, le composé 2, on sait que les chloroalcanes comme ça, on peut le former à partir d'un alcool par action, par exemple, de HCl. Donc, il faut se poser la question, comment je vais transformer l'ester en alcool ? Et donc là, on sait qu'on a un réactif qui est fait pour ça. Donc, si je résume la synthèse, je pars de l'ester méthylique. On va utiliser le tétrahydruroaluminate de lithium, LiAlH4. Dans un solvant, en général, on prendra un hétéroxyde anhydre. Voilà, hop. Et puis dans un second temps, il y aura évidemment une hydrolyse ultérieure. Ce qui nous permet de former un alcool primaire ici. Ensuite, on n'a plus qu'à aller jusqu'au chloroalcane primaire. Donc ici, ça, ce sera le composé 3, ici le composé 2 et ici le composé 1. Donc là, on peut utiliser par exemple de l'acide chlorhydrique, mais on peut toujours se dire l'acide chlorhydrique, alors là la réaction n'est pas au programme, en fait ça peut parfois réagir avec un alcène, en protonnant l'alcène puis le chlorure vient s'additionner, un peu comme dans la réaction d'hydratation acido-catalysée, mais on peut proposer une autre alternative, par exemple où on va utiliser le chlorure de tosyle par exemple dans la triéthylamine pour activer l'alcool, et 2, une source d'ion chlorure, donc par exemple NaCl ou LiCl, enfin bref, une source d'ion Cl-. Et donc dans ce cas, on fait une première étape pour activer l'alcool, une deuxième étape pour faire une ESN2, simplement. Alors n'oubliez pas qu'en général, quand on vous demande de représenter la structure, donner une forme simplifiée comme ça, c'est pas dit que ça vous rapporte les points. Donc même si là, on a bien répondu à la synthèse, il est important de rappeler la structure du composé 2. Le voilà. Alors, question 3, on nous demande d'indiquer la structure de 4 et le mécanisme de sa formation. Donc là, on a un chloroalcane primaire, et puis on met ça avec du cyanure de sodium, NaCN, et le DMF, qui désigne le diméthylformamide. Donc déjà, le DMF, en fait, joue simplement le rôle de solvant, ici. Alors, pour information, je vais quand même vous donner sa structure. Le DMF, parce que je ne crois pas que je l'avais donné dans l'énoncé, c'est le diméthylformamide. Donc en fait, formamide, c'est l'amide le plus simple. Et avec 2 groupements méthyl sur l'azote. Voilà, donc c'est un solvant polaire aprotique, typiquement, qui va être très bien pour la SN2 qu'on va faire. Et NaCN, vous savez comme il faut le voir, évidemment, NaCN, ce qui nous intéresse, ce sont les ions constitutifs. Donc Na+, et Cn-. Voilà, du coup, là, le mécanisme, c'est assez simple. Il n'y a pas trop de problème. On va avoir le chloroalcane primaire. En face, on a un ion cyanure qui a un bon nucléophile, c'est pas une bonne base, donc il n'y avait pas lieu d'hésiter par exemple avec une bêta-élimination. Le chloroalcane étant primaire, on est clairement sur un mécanisme de type SN2. Donc c'est un mécanisme concerté qui va se faire en une seule étape. Et on va obtenir un nitrile et un ion chlorure. Je peux alors représenter le composé 4, qui est le suivant.
Bon, maintenant, il nous est demandé d'indiquer le mécanisme de formation du composé 5. Donc là, il faut essayer d'avoir les idées claires. En fait, on est en train de convertir le groupement nitrile du composé 4 en carboxylate dans le composé 5. Voilà, alors pour les PC, donc les conditions, c'est quoi? On a une hydrolyse basique en fait, au reflux. Là, l'hydrolyse des nitriles, en fait, elle est plus au programme, mais on peut essayer de se raccrocher quand même. D'ailleurs, on l'a déjà vu en TD, il me semble. On peut se raccrocher à des choses qu'on connaît. On a des conditions d'hydrolyse des dérivés d'acide qu'on a déjà vu sur les esters, qu'on a déjà vu sur les amides. Et justement, on va voir qu'il y a un passage par un amide. Donc, en fait, le mécanisme, voilà, vous ne l'avez pas vraiment dans le cours, mais si on réfléchit un petit peu, vous allez voir qu'on trouve assez vite ce qui peut se passer. Déjà, la première chose, c'est que on sait que le carbone du nitrile, vu la polarisation de la liaison carbone-azote, ça va être un électrophile. En phase, comme on n'est pas en milieu acide, il n'y aura pas d'activation électrophile par un proton, mais on a HO-, qui est une forme plus nucléophile que l'eau, qui va pouvoir s'additionner directement. Donc en fait, le mécanisme, on va le démarrer comme ceci, avec dans un premier temps, l'ion hydroxyde qui va pouvoir s'additionner. Donc je remets quand même la polarisation de la liaison carbone-azote, qui permet de comprendre l'électrophilie du carbone. Et on va avoir une addition nucléophile exactement comme on aurait sur un carbonyle classique. Ce qui fait qu'on va alors avoir le composé suivant. Là, on peut obtenir un composé neutre en fait si on dessine une réaction acido-basique avec une molécule d'eau. C'est-à-dire que là, c'est l'atome d'azote anionique, qui est très basique, qui va venir déprotoner un ion hydroxyde. Ce qui nous donne la structure suivante, que l'on peut écrire sous deux formes mésomères. Sous deux formes mésomères. Voilà. Sans oublier qu'on a toujours du coup un ion hydroxyde à côté puisqu'on a déprotoné l'eau. Pourquoi j'écris cette forme mésomère? Elle a un poids statistique beaucoup moins forte, mais c'est pour vous montrer la possibilité d'une prototropie. J'ai un azote qui fait penser un peu à un amidure, un amidure plutôt, oui, une sorte d'amidure basique, et puis là j'ai un proton du coup qui est plutôt acide, donc on va pouvoir utiliser une prototropie, c'est-à-dire ça revient à faire un transfert de protons en intramoléculaire, mais en pratique c'est pas forcément le même proton, c'est pourquoi j'écris pas les flèches. Mais si on fait ça, on tombe sur quoi en fait? On tombe sur un amide. Tout simplement, j'ai quoi? J'ai NH2, ouais c'est ça. Et là on est passé par l'amide, vous voyez? Et puis du coup, H-, j'aurais pu l'enlever. Voilà, donc ça c'est la première étape en fait, c'est de réussir à passer du nitrile à l'amide. Et une fois que vous avez fait ça, on retombe dans les clous du programme, puisque au programme on a l'hydrolyse acide et basique des amides. Alors on sait que l'hydrolyse acide est plus efficace pour les amides, mais bref, on va pouvoir s'en sortir. Donc là, je repars pour la deuxième partie du mécanisme. Donc je vais recopier cette partie-là, hop, on va revenir ici. Et donc là, à nouveau, comme on est en milieu basique, pas d'activation électrophile du carbonyle. Donc on démarre par une addition nucléophile bimoléculaire. Voilà. Alors après, si je ne dis pas de bêtises, au programme de PC, en fait, il y a le mécanisme des amides, mais en milieu acide. Donc en milieu basique, on avait proposé quelque chose. Donc là, on sera plus tolérant avec vous. Dans les propositions qu'on peut trouver, par exemple, il y en a qui vont faire directement l'élimination, libérer le groupe NH2- qui va venir déprotoner ici. En fait, certains diront qu'effectivement, NH2- n'est pas du tout un assez bon groupe partant. Après, on peut songer à l'activer par prototropie, mais en milieu basique, faire NH3+, pas évident non plus. Et donc, le mécanisme le plus communément admis, donc je vais vous le représenter, mais c'est pas le seul qu'on accepterait du tout, c'est le passage par un dianion, c'est-à-dire par réaction acide-base, on va
déprotoner le deuxième oxygène. Ce qui fait que là, on a un espèce de passage par un dianion comme ça. Plus H2O. Et ce qui fait que là, on a vraiment une molécule qui va expulser plus facilement le groupement NH2, mais encore que le groupement NH2-, pardon, le groupe partant NH2-, je doute fortement qu'on ait pu l'isoler dans ces conditions, l'observer, pardon. Donc NH2-, effectivement, il va réagir immédiatement avec l'eau, puisque c'est une base très forte. Donc la dernière étape ici, bah, ça va être de former de l'ammoniac et HO-. Mais nous, on a ce qui nous intéresse, c'était le carboxylate, puisque c'était ça qu'on vous demandait dans le mécanisme, qui est ici. Voilà, j'espère que c'est assez clair. Encore une fois, hein, au niveau de, à partir d'ici, là, on peut accepter plusieurs possibilités dans le mécanisme. Hein. Donc, vous pouvez toujours me dire en commentaire comment vous l'avez écrit. Alors, dans la question 5, on étudie la transformation de 6 en 7. Alors, tout d'abord, je voudrais représenter le composé 6 parce que chaque année, quand j'ai posé cet exo, les étudiants se vautrent avec ce groupement. Mais alors, vraiment, je vous jure, quand je vous dis qu'ils se vautrent, c'est il est représenté n'importe comment. En fait, c'est simplement un ester. Mais, bon, ce que je vais faire, c'est que je vais la représenter en entier. Allez. Voilà, alors c'est quand on est ici, il y a évidemment l'oxygène, et après c'est là vraiment que je vois des horreurs, mais je ne vais pas vous les représenter parce que vraiment on va faire des cauchemars sinon. Donc j'ai le carbone, et puis ensuite je dois mettre un oxygène et un méthyle. Bah, la seule possibilité en respectant le formation de Lewis, c'est double liaison O et le méthyle derrière. Voilà. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit bah, ce composé-là va subir une coupure oxydante conduisant aux acides carboxyliques. Donc ça veut dire que ce n'est pas celle qu'on voit dans le programme de PC, de PCSI d'ailleurs plutôt. C'est une coupure suroxydante. C'est-à-dire que dans le programme, habituellement, quand on fait une coupure d'alcène, on obtient 2 aldéhydes. Et bien là, on a une coupure oxydante, mais qui va conduire à 2 acides carboxyliques. Donc il suffisait de se laisser guider par l'énoncé. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais bien numéroter les atomes de carbone du cycle restant. Et ce cycle, je considère que je le regarde de dessus. Et je vais replacer la numérotation 1, 2, et puis j'ai 5 ici. Je replace uniquement là où j'ai des substituants. Donc dans ce cas-là, là j'ai une chaîne vers le haut, et puis je retrouve le reste de la molécule. Et les deux groupements acides carboxyliques sont sur les carbones 2 et 5. Donc je peux les placer comme ceci. Là, pour répondre à la question de RMN qui vient, j'ai numéroté tous les carbones de la molécule 7. Voilà, donc pour la RMN, n'oubliez pas qu'il faut impérativement présenter conjointement un tableau dans lequel je vais faire apparaître le déplacement chimique, l'intégration, c'est-à-dire le nombre de protons par signal, la multiplicité et évidemment l'attribution. Donc conjointement un tableau et une molécule numérotée. Je vous déconseille fortement, parce que j'ai horreur de ça, de mettre ces deux choses-là, le schéma et le tableau, sur des pages différentes, parce que l'examinateur il doit tourner la page à chaque fois. Honnêtement, moi quand c'est ça, ça me gave, et voilà, vous pouvez être sanctionné parce que l'examinateur n'est pas parfait. C'est comme ça. Bien, cela étant dit, eh bien, je vais reporter déjà tout ce qui est dans l'énoncé, je le reporte dans le tableau. Bon, la première chose que je vous conseille de faire dans un problème, parce que plusieurs ont été piégés comme ça, c'est de compter tous les protons. Donc là, j'en ai 2 et 6, 8, 9 et 3, 12, et 6, 18. Et si je recompte ma molécule, j'en ai 3, 4, 5, 6, 7. Sur le 6, ça fait 13. Attendez, oui, 1 là. 14, 15, 16, 17, 18. Donc je retrouve bien tous les protons. Pourquoi je fais ça? Parce qu'il y a des problèmes où on va vous donner un spectre partiel, où par exemple, il va manquer 4 protons. Et du coup, il y a des étudiants qui se prennent la tête à essayer de retrouver tous les protons, alors qu'en fait, on le voit immédiatement si on compte les protons. Voilà, une fois que ça c'est dit, en général, là il y a plusieurs manières de s'y prendre, mais ce qui peut être bien, c'est de commencer par les signaux les plus évidents. Donc évidemment, au concours, les tables vous avez des extraits de tables que je n'ai pas mis là dans le sujet. Donc les singulets pour 2 protons à 11 ppm, là c'est très clairement les protons des groupements acide carboxylique. Donc en fait, c'est 2 fois le proton du groupement COOH. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut regarder? On voit les protons les plus déblindés. On a 2 protons à 4,1
là qui intègre pour un triplet. Donc ça, c'est clairement, vous voyez, les 2 protons qui sont ici, qui ont 2 protons voisins. Qui dit n voisins dit n plus 1 pic, d'où un triplet. Donc là, pour bien le faire, moi, ce que je vous propose, c'est de mettre O, CH2, CH2, et d'entourer éventuellement le groupe de protons, alors où j'entoure le CH2, parce que sinon on n'y voit rien, pour montrer d'une part que les 2 hydrogènes auxquels j'attribue le signal, ils sont à côté d'un oxygène, donc fortement déblindé, ce qui justifie le déplacement chimique, mais d'autre part qu'il y a un CH2 adjacent, ce qui justifie la multiplicité. Vous voyez, on n'écrit pas un long pavé, on ne fait pas quelque chose de trop long, mais on arrive quand même à avoir une réponse qui est compréhensible. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? Le signal évident pour moi, c'est le singulet avec 3H à 2 ppm. Là, c'est clairement le CH3 du carbone 10. Donc, ce serait le. Donc là, sur la même logique, je peux. Pardon, c'est pas ici. C'est ici. Je peux représenter CO et du coup CH3 comme ceci, pour montrer que c'est celui-là. Donc on peut reporter aussi la numérotation. Là c'est 10, le CH2 de tout à l'heure c'était le carbone 8. Voilà, ensuite je vais avoir par exemple les 6H qui donnent un massif ici vers 1,6, 1,7. Ça en fait ça va être 3 groupements CH2, ceux du 6, 3 et 4. Donc là on va avoir 3 fois CH2. Voilà, et je peux mettre la numérotation, donc ce qui correspond au carbone 3, 4 et 6, voilà, j'ai un petit peu plus vite sur la fin. Ensuite, on voit ici qu'on a 2H avec un quadruplet à 1,5. En fait, là, c'est le 7. Alors, quadruplet, c'est pas exactement un quadruplet. On a 2 protons et un là. Donc, ça pourrait être un doublet de triplet. Mais en fait, si les constantes de couplage avec 8 et 1 sont quasi identiques, on verra bien un quadruplet. Donc là, il s'agit encore d'un CH2, mais qui serait celui du carbone 7. Ensuite, on voit qu'on a 2 H ici qui sortent à 2,3 en multiplet. Donc là, ça correspond au H que vous avez au pied ici des carbones 2 et 5 qui sont légèrement déblindés grâce aux groupements acides qui sont proches, et en même temps multiplet parce que ça couple un peu des deux côtés. Et donc on a plusieurs constantes de couplage, ce qui rend l'analyse pas facile. Donc là, ça va être 2 fois en fait le CH qui est lié à COH. Donc là, encore une fois, je peux entourer le CH. Et puis là, ce sont les. Pas 11 et 12, pardon. C'est 2 et 5. 2 et 5, et 11 et 12 étaient ici. Voilà, et il me reste un H qui est le H porté sur le CH du carbone 1, qui donne un multiplet. Voilà, dans la question 6, on demande de donner la structure de 8 et proposer d'autres réactifs pour réaliser la même transformation. Alors je précise tout de suite, n'oubliez pas, j'aurais dû le dire dès le début, mais mes étudiants, vous avez plus que l'habitude, vous regardez toujours des étapes d'avance en chimie organique parce que ça donne des réponses et effectivement, on voit des indications arriver derrière. Donc moi, je vous conseille toujours, lisez l'ensemble de la synthèse, lisez quelques questions d'avance. Mais bref, si on connaît son cours, de toute façon, on sait que le chlorure de thionyle SOCl2, c'est un agent chlorurant qui va permettre de transformer les groupements acide carboxylique en chlorure d'acyle. Et c'est comme ça qu'on obtient le composé 8 suivant. Alors on demande d'autres réactifs possibles. Donc là, dans le cours, on en a vu 2. On a le trichlorure de phosphore, PCl3, et le pentachlorure de phosphore, PCl5. Donc voilà les 3 réactifs que vous avez à connaître. Bon, maintenant, on vous demande d'indiquer la structure de 9. Alors là, moi, j'ai envie de vous dire, ok, vous connaissez 8, on peut en déduire 9, mais en fait, c'est plutôt à partir de 10 qu'on a des certitudes, puisqu'on voit que NaOH, H2O reflux, c'est clairement pour faire une saponification du groupement ester qu'on avait là. Donc en fait, le composé 9, c'est celui que j'avais avant 10, avant d'avoir estérifié à ce niveau-là. On peut quand même toujours, comme on voit qu'on a une formule brute ici, moi je vous conseille de faire un petit calcul rapide du nombre d'insaturations. Donc j'ai 2 fois 14 plus 2 moins 22, le tout divisé par 2, ce qui va me donner 28, 38 divisé par 2, ça fait 4 insaturations dans le composé 9. Dans le composé 10, je vois que j'en ai 1, 2, 3. Donc j'ai une insaturation de plus dans le composé 9 qui venait bien de la fonction ester a priori, puisque j'ai 14 carbones, alors qu'ici 1, 2 et 6, 8. 8 et 4, 12, on a perdu 2 carbones. Okay,
Je récapitule, j'ai peut-être été vite. On a perdu, en passant de 9 à 10, 2 carbone et une insaturation. Ça colle bien avec l'hydrolyse de la fonction ester. Donc en fait, je déduis le composé 9 du composé 10. Et donc pour la structure de 9, je propose ceci. Voilà, on aurait cette molécule-là et on nous demande si on peut arriver au même résultat en disant un organomagnésiien et pourquoi. Alors déjà, je vais recopier 8. En fait, concrètement, ce qu'on a fait grâce à ce composé, donc ça c'est un organocuprate lithier, c'est que ça a donné un groupement méthylure, ça a fait rentrer un méthylure par addition-élimination, et ça nous a permis de former des cétones. Voilà. Bon, la question, est-ce qu'on aurait pu arriver au même résultat en utilisant un organomagnésiien? Eh bien, c'est pas évident. C'est pas évident. Pourquoi? Il faut comprendre en fait que de base, si vous mettez un organomagnésiien par exemple sur un chlorure d'acyle, on va avoir donc hop, le premier équivalent va permettre de faire une addition-élimination, donc d'arriver par exemple à une cétone. Mettons si je prends CH3 MgBr via une addition-élimination, j'arrive à ce composé-là. Et puis un deuxième équivalent peut s'additionner pour former l'alcoolate. D'accord? Donc ça, c'est le deuxième équivalent d'organomagnésiens. J'équilibre pas les équations, c'est pour comprendre le principe. Déjà, ce qu'il faut voir, c'est que théoriquement, c'est vrai qu'on peut isoler l'acétone, puisque l'acétone est moins électrophile qu'un chlorure d'acyle. Donc, a priori, avec un organomagnésiien, je peux faire une conversion de chlorure d'acyle en cétone. En fait, à très basse température, ça peut se faire. Ok, pourquoi pas. Mais en revanche, regardez bien, il y a un autre problème dans la molécule, en fait, c'est le groupement ester. C'est que l'organomagnésiien, il va aussi réagir sur les groupements ester, donc en fait, je vais pas réussir à maintenir l'ester dans le composé 9. Alors, il y en a qui vont me dire, oui, mais de toute façon, on le dégage dans le composé 10. Oui, mais bon, là, le but, pour l'instant, c'est de répondre à la question. Voilà, donc l'organocuprate lithier, en fait, c'est beaucoup moins réactif qu'un organomagnésiien. C'est pourquoi ça permet d'obtenir les deux cétones ici et qu'on n'a pas de problème, on n'a pas de problème avec l'ester. C'est pas assez réactif pour réagir avec ces composés-là. Ensuite, on vous demande le mécanisme de formation de 10. Donc là, il s'agit simplement d'une réaction de saponification. Donc là, c'est relativement facile. Je vais donc l'écrire assez rapidement. Donc je considère que le composé 9 est représenté de cette manière-là. D'accord? Donc dans la première étape, on va avoir une addition nucléophile d'un ion hydroxyde sur le carbone électrophile du groupement ester, comme ceci. On obtient alors cet intermédiaire-là. Ensuite, dans une deuxième étape, il va y avoir l'élimination de l'alcoolate. Et je vous rappelle que l'alcoolate est une base forte, qui a un pKa de l'ordre de 17. Et en face, qu'est-ce qu'on a? On a un acide carboxylique, qui a un pKa de 4 à 5. Donc, nécessairement, il va y avoir une réaction acido-basique ici. Je vais continuer là. Acido-basique qui est, d'ailleurs, je vais quand même le montrer, fortement déplacé dans le sens des produits pour former l'alcool, qui du coup sera le composé 10, plus un carboxylate. J'insiste bien sur le fait que c'est cette dernière étape en fait qui rend la réaction quantitative. En fait, on peut s'amuser à calculer la constante d'équilibre de cette étape-là. Connaissant les pK, on a un pK pour le couple alcool-alcoolate de l'ordre de 17, ici de l'ordre de 5. Ça nous fait un cas standard qui vaut 10 puissance l'écart de pK, c'est 10 puissance 12. Donc la dernière étape est vraiment très très déplacée en faveur des produits. Ensuite, le PCC et le chlorochromate de pyridinium proposaient un autre réactif pour réaliser la même transformation. Donc là, très clairement, la transformation étudiée, c'est celle d'un alcool primaire en aldéhyde. Donc ce qu'on souhaite faire, il faut bien penser à ressortir un petit peu les mots-clés. C'est une oxydation ménagée, ou oxydation douce, vous l'appelez comme vous voulez. D'accord? Alors, si on lit stricto sensu le programme de PC, les réactifs d'oxydation sont pas forcément à connaître. D'accord? Donc, si on reste vraiment dans les clous du programme, proposer un autre réactif, ça serait proposer des oxydants. Mais bon, en général, vous le voyez quasiment tous dans vos cours, on vous donne encore le bon vieil exemple du réactif de Sarrett. Et d'ailleurs, on a le moyen mémotechnique, avec Sarrett, ça s'arrête,
parce que l'aldéhyde ne va pas se suroxyder en acide carboxylique. Donc le but quand vous faites une oxydation ménagée, c'est justement de ne pas faire cette suroxydation-là. Donc le réactif de Sarrette, ça va être de l'oxyde de chrome 3, j'espère que j'ai pas mal orthographié Sarrette, dans de la pyridine. La clé, en fait, ce qu'il faut avoir compris, c'est surtout qu'il ne faut pas qu'il y ait quelque chose d'aqueux, c'est-à-dire que si vous avez de l'eau dans le milieu réactionnel, l'aldéhyde va se suroxyder en acide carboxylique. Donc il faut un oxydant en milieu organique, donc CrO3, pyridine, voilà, fonctionne bien, mais il y en a plein d'autres. Bref, je ne vais pas vous encombrer avec ça. À défaut de connaître celui-là, donnez au moins des exemples d'oxydants. Et donc, quelles précautions faut-il prendre? C'est ça, travailler en milieu anhydre. Et nous voilà arrivés à la dernière question, indiquer la structure du composé 12 et le mécanisme de sa formation. Donc là, on voit qu'on travaille avec de la soude au reflux. Clairement, il n'y a pas de substitution nucléophile, ni de bêta-élimination à faire. Il n'y a pas non plus d'hydrolyse de dérivés d'acide. Bref, normalement, vous le voyez, il y a une seule possibilité, ça va être de partir dans la famille de réactions avec les carbanions stabilisés en alpha. Donc on va faire soit de l'aldolisation, soit de la condensation aldolique. Étant donné qu'il n'y a pas de bande infrarouge vers 3300, ça en fait, si vous prenez les tables infrarouges, comment ça se traduit? Ça veut dire qu'il n'y a pas de liaison OH. Okay, autrement dit, on ne s'arrête pas à l'aldolisation, mais on va bien faire la séquence de condensation aldolique. D'accord? Donc maintenant, la question, c'est est-ce que je forme l'énolate à partir de l'aldéhyde ou à partir d'une cétone? Là, il faut compter la taille des cycles. Si par exemple, je forme l'énolate ici, je vais former un cycle à 1, 2, 3, 4, 5. Par exemple, si ça attaque ici, 1, 2, 3, 4, donc ça ne marche pas. En revanche, si je forme l'énolate en alpha de l'acétone dans cette position, 1, 2, 3, 4, 5, 6, j'ai bien un cycle à 6 chaînons, alors qu'ici j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ou 5 si je le forme là. Bref, vous voyez, on étudie la taille des cycles et normalement, on doit arriver à se dire qu'on va former l'énolate sur cette position-là et que ça viendra attaquer dans cette position-là. D'accord? Voilà. N'oubliez pas que la condensation aldolique, elle est sous contrôle thermodynamique et qu'on va former a priori du coup le produit le plus stable. Or, thermodynamiquement, la formation de cycle à 6 est la plus favorable. Bon, ça me permet d'en déduire la structure du composé 12 qui va du coup être en fait, on va avoir un bicycle. Hop, donc je vais déjà représenter la partie droite de la molécule qui est comme ceci. Et ensuite là je dois avoir l'acétone. Là je forme une alpha-énone parce que c'est bien le produit de la condensation aldolique. Et voilà pour le composé 12. Maintenant je vous propose de représenter le mécanisme. Donc le mécanisme, je vais adopter une représentation simplifiée. Donc le composé 11, je vais le noter avec ici des groupements R1 et R2, ce qui me permet de me focaliser sur les parties réactives, que je ne me plante pas. Voilà, normalement on est comme ça, je vérifie. Ouais, c'est ça. Donc dans la première étape, il faut déjà former l'énolate. Donc pour former l'énolate, on va déprotoner le H qui se trouve en alpha. Par réaction acido-basique. Donc là, on peut représenter deux formes mésomères pour cette molécule. Je vous en fais grâce, mais je vous recommande vivement de les représenter au concours. Alors peut-être pas sur tous vos mécanismes, mais au moins sur le premier, pour montrer que vous maîtrisez bien cette partie-là. Ensuite, dans une deuxième étape, vous allez avoir une addition nucléophile intramoléculaire de l'énolate de l'acétone sur l'aldéhyde. Donc là, déjà, ça va former la liaison carbone-carbone. Ça fait apparaître le cycle à 6 chaînons. Et puis ensuite, on a une réaction acido-basique qui va conduire à la formation déjà du premier intermédiaire, à savoir l'aldol, ou plus précisément ici le cétol.
plus un ion hydroxyde. Voilà. Donc dans certains cas, on peut isoler le cétol, mais si on travaille à chaud, et on vous dit qu'il n'y a pas de bande infrarouge, donc ça qui permet de trancher. C'est-à-dire qu'on sait qu'on va éliminer l'alcool et puis former un alcène ici. Donc faites gaffe, au dernier DS, il y en a pas mal qui avaient fait des E2 directement. Là, vous êtes en milieu basique, vous avez un mauvais groupe partant, on est typiquement dans les conditions pour faire une E1CB. Donc E1CB, ben, ça veut dire CB conjugated base, ça veut dire qu'on va passer par la base conjuguée du substrat. Donc en fait, ça va démarrer par une réaction acide-base qui nous fait repasser par un énolate, carbanion stabilisé ou énolate, hein, c'est pareil. Ce qui veut dire qu'il faut bien représenter cet intermédiaire-là, le carbanion. Plus H2O. Puis on a la dernière étape qui est une étape d'élimination monomoléculaire, d'où le 1 dans E1CB. Je vais juste noter E pour l'élimination. Et qui conduit bien évidemment à la régénération du catalyseur, ici l'ion hydroxyde. Voilà les chimistes, j'espère que ces petites révisions de chimie organique vous auront aidé. N'oubliez pas de lâcher un pouce, un petit commentaire et puis d'envoyer à vos copains étudiants si vous avez des potes. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Eh bien, je ne sais plus. On se retrouve bientôt pour de nouveaux exos de révision. Si j'avais quelque chose à vous dire. Bah écoutez, je m'en rappellerai la prochaine fois parce que j'ai zappé. Allez, bonne journée à tous. Confinez-vous bien, travaillez bien. Salut.